Après m'avoir giflé pour sa coépouse, mon mari a découvert le secret caché dans le colis. Et sa vie s'est effondrée. 3 ans plus tôt, tout était différent. Bienvenue dans les histoires inspirantes de Fatoumata. Écrivez le nom de votre pays ou de votre ville. Et si cette histoire vous touche déjà, alors abonnez-vous maintenant. Aimez cette vidéo. 3 ans plus tôt. Paris, donc. Pas le Paris des cartes postales et des touristes. Le vrai Paris. Celui des quartiers où les gens vivent, travaillent, élèvent leurs enfants, se battent pour payer leur loyer, rentrent le soir épuisés mais heureux d'avoir une famille qui les attend. C'est dans ce Paris-là que vivait Nadia. Nadia avait 37 ans à l'époque. Une femme simple dans le bon sens du terme. Simple comme quelqu'un qui n'a pas besoin du bruit pour exister. Elle n'avait pas besoin de briller pour se sentir exister. Elle brillait autrement, dans la discrétion, dans la constance, dans ce dont qu'ont certaines personnes d'être présentes sans écraser l'espace autour d'elle. Elle travaillait dans une école primaire comme assistante administrative depuis 10 ans. Elle aimait son travail d'une façon sincère, pas par habitude. Elle aimait les enfants qui couraient dans les couloirs le matin, les voix qui se mêlaient, les petites mains qu'on lui tendait pour lui montrer un dessin ou un problème de maths mal résolu. Elle avait ce don rare d'être là, vraiment là, pour les gens qui l'entouraient. Les enseignants lui faisaient confiance. La directrice l'appréciait. Elle était de ces gens sur qui on peut compter sans avoir besoin de le dire. Chez elle, c'était la même chose. Elle organisait, elle anticipait. Elle maintenait un équilibre que beaucoup ne voyaient pas parce que quand quelqu'un fait bien son travail, on le remarque surtout quand il s'arrête. Elle cuisinait des repas vrais. Elle s'occupait des devoirs des enfants. Elle gérait les rendez-vous médicaux, les sorties scolaires, les anniversaires, les achats de rentrée. Elle le faisait sans se plaindre, pas parce qu'elle était soumise, mais parce qu'elle aimait sa famille et que prendre soin de ceux qu'on aime, pour elle, n'avait rien d'une contrainte. Son mari s'appelait Karim. Karim avait 42 ans. Il était entrepreneur dans le bâtiment. Pas un empire, mais quelque chose de solide qu'il avait construit lui-même, à force de travail, de sacrifices et de nuits courtes. Il avait les mains d'un homme qui avait travaillé de ses bras avant de diriger des équipes. Il avait commencé comme ouvrier à 20 ans, avait appris le métier sur le terrain, et avait monté sa propre entreprise à 30 ans avec 3 associés dont il restait le seul encore présent aujourd'hui. Il aimait se souvenir d'où il venait. Il répétait souvent à ses employés que la dignité d'un homme se mesure à sa parole, pas à son compte en banque. Il disait ça et il le pensait vraiment, à l'époque. Nadia et Karim s'étaient rencontrés 15 ans plus tôt, lors d'une fête de famille commune. Un repas dominical qui avait duré toute une après-midi. Karim lui avait parlé pendant des heures, sans chercher à impressionner, sans la grande mise en scène que font parfois les hommes quand ils veulent plaire. Il lui avait parlé normalement, de choses simples, de sa famille, de son travail, de ce qu'il rêvait de construire. Et elle avait su assez vite que cet homme-là était quelqu'un de vrai. Ils s'étaient mariés 2 ans après. Ils avaient traversé les années difficiles ensemble, les fins de mois tendues, le premier appartement trop petit et mal chauffé, une fausse couche dont ils n'avaient jamais parlé à personne mais qui les avait liés d'une façon que les mots ne peuvent pas tout à fait décrire. Puis la naissance de Yanis, puis celle de Lina. Puis la maison achetée à force d'économies, de sacrifices, de dimanches sans vacances pour mettre de côté. Une vie construite brique par brique, avec les 2 mains, ensemble. Ils avaient 2 enfants. Un garçon de 12 ans, Yanis, curieux et sensible, qui lisait trop pour son âge et qui posait des questions sur tout. Une fille de 9 ans, Lina, qui voulait devenir vétérinaire et qui passait ses week-ends à regarder des documentaires sur les animaux avec une concentration que beaucoup d'adultes n'ont plus. Leur vie n'était pas parfaite. Aucune vie ne l'est. Mais elle était réelle. Elle était construite. Elle avait une odeur, une texture, une histoire. Le dimanche matin, Karim préparait le café pendant que Nadia lisait. Les enfants dormaient tard. Ils se retrouvaient tous les 4 autour de la table avec des croissants et des discussions qui ne menaient nulle part mais qui faisaient du bien. Karim emmenait Yanis au match le week-end quand il en avait le temps. Lina et Nadia avaient leur rituel du mercredi soir, un film et un bol de pop-corn sur le canapé. Ce n'était pas le grand amour de cinéma. C'était mieux. C'était une vie. Et c'est cette vie-là que Nadia allait voir s'effondrer. Tout commença à changer un automne. Un automne ordinaire, avec ses feuilles rousses sur les trottoirs et son ciel qui décide de se fermer d'un coup comme un livre qu'on referme. Nadia remarqua d'abord des petites choses. Des choses tellement petites qu'elle se dit qu'elle exagérait. Que c'était la fatigue de la rentrée. Que c'était le stress des chantiers. Que ça passerait. Karim rentra tard un soir. Puis 2 soirs.
Puis presque tous les soirs. Il disait que les chantiers prenaient du retard, que les fournisseurs étaient en retard, que les clients devenaient de plus en plus exigeants. Elle l'écoutait. Elle hochait la tête. Elle lui gardait son repas au chaud. Elle ne se plaignait pas parce qu'elle savait que le travail d'entrepreneur n'est pas un fleuve tranquille, et elle lui avait toujours fait confiance là-dessus. Mais il y avait autre chose. Une chose que les mots ne suffisent pas à décrire mais que toutes les femmes qui l'ont vécu reconnaîtront. Une distance. Pas une dispute, pas une rupture brutale. Quelque chose de plus subtil. Quand il rentrait et s'asseyait à table, il était là physiquement mais son esprit était ailleurs. Ses yeux regardaient son téléphone. Il répondait aux questions des enfants distraitement. Il embrassait Nadia sur le front avec le geste automatique de quelqu'un qui accomplit une habitude plutôt que quelqu'un qui exprime quelque chose. Son téléphone, justement. Karim avait toujours laissé son téléphone traîner sur la table, sur le canapé, dans la cuisine. Il n'avait rien à cacher. C'était un homme direct, peu compliqué dans sa vie privée. Mais soudain, son téléphone était partout avec lui. Il l'emportait dans la salle de bain. Il le retournait face contre table dès que Nadia s'approchait. Une nuit, elle l'entendit taper des messages à 3 heures du matin dans le noir, à côté d'elle dans le lit. Il s'arrêta dès qu'elle bougea. Il fit semblant de dormir. Elle fit semblant de le croire. Elle lui posa des questions. Doucement, au début. Sans accusation, juste avec cette inquiétude honnête qu'on a quand quelqu'un qu'on aime change et qu'on ne comprend pas pourquoi. Il répondait vaguement. Il disait que c'était le travail. Que c'était un client au Moyen-Orient avec qui il fallait communiquer à des heures décalées. Elle ne le croyait pas vraiment, mais elle ne voulait pas non plus construire une dispute sur des suppositions. Elle se disait que si quelque chose de grave se passait, il lui dirait. Qu'il lui avait toujours dit les choses importantes. Elle avait tort. Puis vint le soir où tout bascula. Karim s'assit en face d'elle dans le salon. Les enfants étaient couchés. Il avait une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Pas de la culpabilité exactement. Quelque chose de plus dur. Quelque chose qui ressemblait à une décision déjà prise, une décision sur laquelle il n'était pas venu chercher un avis mais seulement donner une information. Il lui dit qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence s'installer. Elle avait besoin de quelques secondes pour que ses oreilles transmettent l'information à son cerveau et que son cerveau l'accepte vraiment. Il continua. Il dit qu'il avait l'intention de l'épouser. Que dans sa culture, dans sa religion, c'était son droit. Qu'il n'avait pas l'intention de divorcer d'avec Nadia, qu'il l'aimait toujours, que ce serait une deuxième épouse, et que les choses continueraient comme avant pour leur famille. Comme avant. Nadia regarda son mari. L'homme avec qui elle avait dormi 15 ans. L'homme pour qui elle avait pleuré dans des couloirs d'hôpital quand il avait eu un accident de travail il y avait 8 ans de ça, une chute d'un échafaudage qui avait failli lui coûter une jambe. L'homme à qui elle avait tenu la main quand son père était mort un mercredi matin à l'hôpital de Bobigny. L'homme dont elle avait porté les 2 enfants dans son corps. Elle le regarda et se demanda si elle le connaissait vraiment ou si elle avait aimé pendant 15 ans quelqu'un dont elle n'avait vu qu'une partie. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas. Qu'elle ne pouvait pas accepter ça. Il lui dit que sa décision était prise. Les jours qui suivirent furent parmi les plus sombres de sa vie. La famille de Karim fut informée. Ses frères lui parlèrent, longuement, avec la franchise directe des familles qui ne font pas dans la diplomatie. Sa mère pleurait au téléphone et disait qu'elle ne comprenait pas, qu'il avait une bonne femme, une bonne famille, que Dieu lui avait déjà donné ce qu'il y avait de mieux. Son propre père à elle, homme de peu de mots mais dont les rares mots comptaient double, lui dit simplement au téléphone « Ma fille, tu mérites mieux ». Mais personne ne put faire changer Karim d'avis. Il avait décidé. Et il s'était mis dans la tête que son entourage ne comprenait pas sa situation, qu'il était le seul à savoir ce qui était bon pour lui. C'est aussi ça, la manipulation. Elle commence parfois par isoler quelqu'un de ceux qui le connaissent vraiment. La deuxième épouse s'appelait Souad. Souad avait 29 ans. Elle était grande, élancée, avec une façon de se mouvoir dans l'espace qui attirait l'attention sans qu'elle ait besoin de forcer quoi que ce soit. Elle portait toujours des vêtements soignés, des couleurs nettes, des parfums qui restaient longtemps dans une pièce après son départ comme une signature qu'elle laissait exprès. Elle venait d'une grande ville du Maghreb, avait fait des études de commerce, parlait avec assurance et savait exactement comment construire une première impression. Elle avait ce genre de confiance en elle qui impressionne ceux qui n'ont pas encore compris que la confiance et l'intelligence sont 2 choses très différentes, et que la première peut très bien exister sans la seconde. Karim la logea dans un appartement à quelques kilomètres de la maison familiale.
Il lui ouvrit un compte bancaire. Il lui acheta une voiture. Il dépensait pour elle avec une générosité qu'il n'avait jamais montrée à ce point avec Nadia, même dans les meilleures années. Et il ne semblait pas voir la contradiction. Ou plutôt, il ne voulait pas la voir. Et Souad, elle, ne se cachait pas. C'était même là son premier calcul. Se montrer. Ne pas être l'ombre honteuse. Se présenter comme une évidence, comme quelque chose de légitime, pour que la gêne s'installe chez les autres plutôt que chez elle. Elle vint une première fois à la maison sous prétexte de parler à Nadia. De femme à femme, dit-elle, avec le sourire de quelqu'un qui connaît les mots qui donnent l'air raisonnable. Pour que les choses soient claires entre elles. Nadia l'a reçue parce qu'elle pensait que c'était peut-être une opportunité, peut-être une chance de comprendre quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à saisir depuis son propre point de vue. La conversation dura 20 minutes. Souad s'assit dans le salon de Nadia, regarda les murs, les photos de famille accrochées là depuis des années, les dessins de Yanis et de Lina près de la fenêtre, le petit tableau que Karim avait rapporté d'un voyage au Maroc. Elle regarda tout ça avec une expression difficile à lire, et puis elle dit quelque chose que Nadia n'oublierait jamais. Elle dit « Je ne suis pas venue pour te remplacer. Je suis venue parce que ton mari a besoin de quelque chose que tu n'as pas pu lui donner. » Nadia ne répondit rien. Elle attendit la suite. Souad continua. Elle dit que Karim était heureux maintenant, qu'il riait, qu'il se sentait vivant. Elle dit ça avec la sérénité de quelqu'un qui est absolument convaincu d'avoir raison. Et elle repartit avec ce même calme, laissant derrière elle l'odeur de son parfum, une tasse de thé à peine touchée, et un silence que Nadia mit longtemps à remplir. Ce soir-là, Nadia attendit que les enfants soient couchés, elle alla dans sa chambre, elle ferma la porte, et elle pleura. Longtemps. Sans bruit, pour que personne n'entende. De ces pleurs qui viennent du fond, qui ne libèrent pas vraiment mais qui sont nécessaires parce que le corps a besoin d'évacuer ce que la tête ne peut plus contenir. À partir de là, les provocations de Souad devinrent une habitude. Elle appelait Karim pendant les dîners de famille. Karim quittait la table pour aller répondre. Il revenait 5, 10 minutes plus tard, distrait, ailleurs. Souad envoyait des messages à des heures qui ne pouvaient pas être innocentes. Karim vérifiait son téléphone même pendant les devoirs avec Yanis. Souad demandait des choses, beaucoup de choses, des sorties, des achats, des voyages, et Karim les lui donnait tout avec une promptitude qui ressemblait moins à de l'amour qu'à de l'obéissance. Souad dit un jour à la belle-sœur de Nadia, lors d'un repas, que Karim lui avait confié qu'elle était la femme qu'il aurait voulu rencontrer plus tôt dans sa vie. La belle-sœur rapporta les mots à Nadia mot pour mot, avec des larmes dans les yeux, parce qu'elle ne savait pas comment protéger une femme qu'elle aimait d'une douleur contre laquelle elle ne pouvait rien. Nadia encaissait. Elle encaissait parce qu'elle avait ses enfants. Parce qu'elle ne voulait pas les priver d'un père présent, même présent à moitié. Parce qu'elle cherchait encore quelque chose à comprendre derrière tout ça. Parce qu'elle refusait de se laisser définir par ce qu'on lui faisait vivre. Et puis, les colis commencèrent à arriver. Le premier arriva un lundi matin de février. Nadia était à l'école ce jour-là. Karim avait réceptionné le paquet. Elle le remarqua le soir en rentrant, posé sur la table de l'entrée, déjà ouvert. Elle demanda ce que c'était. Karim dit que c'était rien, une commande en ligne, des fournitures pour le chantier. Il le rangea dans leur chambre avant qu'elle puisse voir quoi que ce soit. Elle nota mentalement la chose, sans en faire davantage sur le moment. Le deuxième arriva 1 mois plus tard. Toujours un lundi, à quelques jours près. Nadia était à la maison ce matin-là. Elle vit le facteur sonner à la porte d'entrée. Elle vit l'emballage dans ses mains avant même que la porte soit tout à fait ouverte. Un petit colis marron, ficelé, avec des timbres qu'elle ne connaissait pas et une écriture serrée à l'encre bleue. Elle remarqua le pays d'origine. Afrique de l'Ouest. Mais avant qu'elle ait pu approcher, Souad, qui était passé ce matin-là sous prétexte de déposer quelque chose à Karim, prit le colis des mains du facteur avec une rapidité qui ressemblait à un réflexe parfaitement rodé. Comme si elle l'attendait. Comme si elle savait exactement le jour et l'heure. Elle le glissa sous son bras et dit à Nadia, avec ce sourire qu'elle avait toujours, un sourire trop maîtrisé pour être sincère, « C'est pour moi. » Et elle repartit avec, sans explication, sans gêne. Nadia resta dans l'entrée, la main sur la poignée de la porte encore chaude de l'hiver, et se dit pour la première fois que quelque chose d'autre se passait ici. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore mais qui avait une cohérence propre, une logique qu'elle commençait à sentir sans pouvoir encore la nommer. Les mois suivants, la même chose se répéta. Le colis arrivait. Toujours le même lundi ou presque. Toujours la même écriture sur l'enveloppe. Toujours les mêmes timbres.
Et toujours Souad qui le récupérait, qui le cachait, qui ne laissait personne en approcher. Quand Karim le recevait avant elle, il n'ouvrait pas en présence de Nadia. Il allait dans une autre pièce. Il fermait la porte. Parfois Nadia entendait un froissement de papier, puis le silence. Et puis Karim ressortait avec une expression légèrement différente. Plus calme. Comme quelqu'un qui vient de recevoir une confirmation dont il avait besoin. Ce n'était pas la discrétion d'un homme qui cache un cadeau. C'était la protection jalouse d'un secret. Et le secret avait une adresse en Afrique de l'Ouest et arrivait chaque mois avec la régularité d'une facture. Les amis de Karim commencèrent à remarquer des changements en lui. Il avait un ami d'enfance, Mehdi, qui le connaissait depuis qu'ils avaient 10 ans et qu'il habitait le même immeuble dans le 18e arrondissement. Mehdi appela Nadia un soir, ce qu'il ne faisait jamais parce que dans les couples, on respecte les frontières. Mais il l'appela parce qu'il n'avait pas d'autre option. Il lui dit que Karim n'était plus le même. Qu'il avait annulé des rendez-vous entre amis plusieurs fois de suite, des sorties qui existaient depuis 20 ans, des traditions que même le travail n'avait jamais interrompues. Qu'il semblait absent lors de leurs rares conversations, préoccupé par quelque chose qu'il ne partageait pas. Et qu'il avait dit des choses étranges lors de leur dernière rencontre. Des choses sur l'argent. Sur la nécessité de vendre certains biens pour investir dans des projets à l'étranger. Mehdi ne savait pas exactement où. Mais il avait senti, avec ce flair qu'on développe quand on connaît quelqu'un depuis 30 ans, que quelque chose clochait profondément. Nadia ne lui dit pas tout ce qu'elle pensait. Mais elle raccrocha avec une certitude nouvelle qui s'était posée en elle comme une pierre. Ce n'était pas seulement une histoire de deuxième mariage. Ce n'était pas seulement Karim qui avait fait une erreur sentimentale et qui en payait maintenant le prix. Il y avait quelque chose de construit là-dedans. De calculé. Et les colis faisaient partie de cette construction d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore mais qu'elle était décidée à comprendre. Karim, dans les mois qui suivirent, vendit un terrain qu'il possédait depuis 10 ans en dehors de Paris, dans l'Essonne. Un bien qu'il avait acheté avec l'idée d'y construire un jour une maison familiale plus grande, avec un jardin pour les enfants. Il dit à Nadia que c'était pour investir dans un nouveau chantier à l'étranger. Il réduisit aussi les virements mensuels qu'il lui faisait pour les dépenses courantes de la maison. Il dit que la période était difficile, que les affaires ralentissaient, qu'il fallait serrer les dépenses. Nadia prit sur elle. Elle fit des ajustements. Elle ne se plaignit pas. Mais en même temps, Karim continuait à payer l'appartement de Souad dans le 16e arrondissement, un loyer que Nadia imagina sans peine être bien au-dessus de leurs moyens habituels. Il continuait à payer sa voiture, ses sorties, ses voyages. Nadia le savait parce que ses enfants lui rapportaient des choses sans le vouloir. Yanis avait entendu son père au téléphone mentionner un voyage à Dubaï avec ma femme sans préciser laquelle. Lina avait vu une photo sur l'écran du téléphone posée un instant sur la table de la cuisine, une photo de Souad dans un restaurant qui ne ressemblait à rien de ce que Paris pouvait offrir dans leur gamme de prix habituelle. Karim se coupa aussi progressivement de sa famille. Sa mère, qui appelait chaque dimanche depuis 30 ans, se plaignit à Nadia, avec une détresse dans la voix qu'elle essayait de cacher, que son fils ne décrochait plus. Ses frères essayèrent de lui parler lors d'un repas de famille. Il répondit à côté. Il repartit vite. Sa sœur cadette envoya un message à Nadia pour lui dire qu'elle ne reconnaissait plus son frère et qu'elle était inquiète. Karim annula un voyage familial prévu depuis des mois, un voyage au bled pour voir des cousins qui n'avaient pas vu les enfants depuis trop longtemps, sous prétexte d'un chantier urgent. Nadia apprit par sa belle-sœur, qui avait ses sources, que Karim était parti en voyage ce même week-end mais pas sur un chantier. Il rentrait le soir avec une expression creuse, comme quelqu'un qui porte une charge lourde mais ne peut pas la poser parce qu'il ne peut pas admettre qu'il la tient. Nadia l'observait. Elle observait tout. Et plus elle observait, plus elle sentait que Karim n'était plus tout à fait lui-même. Que quelque chose ou quelqu'un avait mis la main sur lui d'une façon qu'il ne voyait pas ou qu'il refusait de voir. Elle décida de comprendre. Elle ne parla à personne de ce qu'elle allait faire. Pas à ses sœurs. Pas à sa meilleure amie Fatima, avec qui elle se voyait depuis l'enfance et à qui elle aurait pu tout dire. Elle avait peur qu'on lui dise de laisser tomber. Qu'on lui dise qu'elle perdait son temps et son énergie pour un homme qui ne le méritait plus. Qu'on lui dise de divorcer et de passer à autre chose, de penser à elle. Elle n'était pas prête à entendre ça. Pas encore. Parce que derrière tout ce qu'elle vivait, il y avait ses enfants. Il y avait Yanis et Lina qui avaient le droit de comprendre un jour pourquoi leur famille avait changé de forme. Et il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle aurait eu du mal à expliquer mais qui ressemblait à un refus de partir sans avoir compris. Elle ne voulait pas juste partir. Elle voulait savoir.
Elle commença par noter les dates d'arrivée des colis dans le petit carnet qu'elle gardait dans son sac à main. Elle nota les jours où Souad passait à la maison. Elle nota les moments où Karim semblait particulièrement tendu et ceux où il semblait soulagé. Elle créa des connexions. Elle établit des schémas. Elle fit ce que font les gens qui n'ont pas accès aux réponses directes. Ils construisent le puzzle à partir des pièces qu'ils peuvent trouver. Elle remarqua une chose. Le colis arrivait toujours en début de mois, dans les 5 premiers jours. Et les jours qui précédaient son arrivée, Karim était nerveux, irritable pour des raisons qui ne tenaient pas. Il dormait mal. Il mangeait peu. Mais le jour du colis, après l'avoir réceptionné ou après avoir vu Souad repartir avec, il semblait soulagé. Comme quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose dont il avait besoin pour continuer. Elle essaya aussi de comprendre les finances. Elle avait toujours laissé Karim gérer les comptes communs parce qu'elle lui faisait confiance et que leur accord tacite depuis le début du mariage l'avait mise à l'écart de cette partie-là. Elle s'en voulait maintenant de cette confiance aveugle qui ressemblait davantage, avec le recul, à une abdication. Elle demanda à son beau-frère, le mari de sa sœur cadette qui travaillait dans une banque depuis 15 ans, de lui expliquer comment lire un relevé de compte en détail. Elle fit semblant que c'était pour un cours qu'elle suivait à l'école sur la gestion du budget familial. Il lui expliqua tout patiemment sans poser de questions. Ce qu'elle vit sur les relevés auxquels elle avait accès la troubla profondément. Il y avait des virements réguliers vers un compte dont elle ne reconnaissait pas le titulaire. Des sommes qui n'étaient pas astronomiques mais qui revenaient chaque mois avec une régularité absolue. Comme un loyer. Comme une obligation contractée qu'on ne peut pas manquer. Elle essaya d'en parler à Karim un soir, un mardi où les enfants étaient chez sa sœur pour la nuit. Elle choisit un moment calme, elle prit les relevés, elle s'assit en face de lui à la table de la cuisine et elle lui montra. Elle lui demanda doucement ce que c'était. Il se ferma immédiatement. Ses yeux changèrent. Il prit les papiers, les regarda une seconde, les reposa. Il dit que c'était des avances à un fournisseur pour un chantier. Il dit que ça ne la regardait pas. Il dit que les affaires, c'était lui qui s'en occupait depuis toujours, et qu'elle devait lui faire confiance comme elle avait toujours fait. Faire confiance. Il avait dit ça à elle. Elle ne répondit rien. Elle prit les relevés et alla dans la chambre. Et là, seule, elle se permit d'être en colère pour la première fois vraiment. Non pas la colère triste et impuissante qu'elle avait portée depuis des mois, mais une colère plus nette. Une colère qui savait ce qu'elle voulait. Elle voulait la vérité. Et elle allait la trouver. Un samedi matin de printemps, Souad passa à la maison pour apporter un document à Karim. Karim n'était pas là, il était sur un chantier en Seine-Saint-Denis. Souad attendit un moment dans l'entrée, Nadia lui proposa de s'asseoir et alla dans la cuisine lui préparer un verre d'eau parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle était polie, elle était hospitalière même avec les personnes qui lui voulaient du mal. En repassant devant le couloir, elle vit que le sac à main de Souad, posé sur la chaise de l'entrée, était entrouvert. Et elle vit dépasser un coin de papier. Une enveloppe. Avec la même écriture serrée à l'encre bleue que sur les colis. Elle n'eut pas le temps de s'approcher. Souad revint du couloir à ce moment-là. Mais l'image resta dans la tête de Nadia comme une empreinte. Quelques jours plus tard, par le biais d'une voisine qui connaissait quelqu'un qui habitait près d'un bureau de poste, Nadia apprit que Souad louait une boîte postale dans un arrondissement différent de celui où elle habitait. Pas la même adresse que son appartement. Une adresse séparée, discrète, spécifiquement choisie pour que du courrier arrive sans que quelqu'un d'autre le sache. Nadia alla voir cet endroit. Pas pour l'ouvrir, elle n'avait pas la clé. Mais pour vérifier que la piste était réelle. Elle attendit à distance raisonnable avec un livre qu'elle n'ouvrit pas, et au bout d'une heure, elle vit Souad arriver. Elle la vit ouvrir la boîte postale avec sa propre clé. En sortir une enveloppe. L'ouvrir sur place, la lire debout dans le bureau de poste, la replier, la glisser dans son sac, et repartir. Nadia rentra chez elle avec les jambes qui ne tremblaient pas, mais avec quelque chose d'autre. La certitude tranquille de quelqu'un qui sait qu'il est sur la bonne piste et qui n'a plus besoin de se convaincre. Puis vint le mois où le colis n'arriva pas. C'était au début d'un mois d'automne, un mardi. Nadia avait pris une journée de congé pour accompagner Lina chez le dentiste le matin. Elle vit depuis la fenêtre Souad passer devant la maison dans la matinée, s'arrêter, regarder vers la rue, repartir, revenir 20 minutes plus tard, repartir encore. Elle observa tout ça sans bouger. Dans l'après-midi, elle entendit Karim décrocher 2 fois un appel de Souad. Elle ne put pas entendre ce qui se disait mais elle entendit le ton de voix de Karim. Bas. Préoccupé. Comme quelqu'un qui attend une nouvelle qu'il n'a pas encore reçue. Ce soir-là,
Souad vint à la maison sans prévenir, pour la première fois depuis longtemps. Elle entra rapidement, alla directement vers Karim dans le couloir, et ils parlèrent à voix basse pendant ce qui parut à Nadia une très longue conversation. Elle ne chercha pas à entendre les mots. Elle observait le langage du corps à travers la porte entrebâillée de la cuisine. Souad avait les mains qui gesticulaient plus que d'habitude. Karim hochait la tête d'une façon répétitive, comme quelqu'un qui essaie de rassurer ou d'être rassuré. Quand Souad repartit, Karim était blême. Les 2 semaines qui suivirent furent étranges. Karim consultait son téléphone encore plus que d'habitude. Il était distrait sur ses chantiers, ce qui lui arrivait rarement parce que le travail avait toujours été son refuge, l'endroit où il était le plus lui-même. Il fit une erreur de calcul sur un devis, une erreur embarrassante, et dut en parler à son associé. Son associé appela Nadia pour lui demander si Karim allait bien, sans savoir qu'elle était la dernière personne à qui poser cette question. Et puis, au début du mois suivant, le colis revint. Nadia était à la maison quand le facteur sonna. Karim n'était pas là. Souad n'était pas passé. Elle ouvrit la porte. Le facteur lui tendit le paquet avec un sourire neutre de quelqu'un qui pense à autre chose. Elle prit le colis dans ses mains et elle resta là, sur le seuil, à le tenir. Elle hésita. Elle pensa à la façon dont Karim avait crié cette fois. Elle pensa à ce que ça pouvait déclencher. Et puis elle pensa à Yanis qui faisait semblant de ne pas voir les tensions à table. Elle pensa à Lina qui avait demandé la semaine dernière si papa et maman allaient se séparer, avec cette façon directe qu'ont les enfants de poser les questions que les adultes évitent. Elle pensa à toutes les nuits sans sommeil, à tous les repas silencieux, à toutes les douleurs qu'elle avait encaissées sans se plaindre. Et elle ouvrit le colis. Elle porta tout dans la cuisine et s'assit par terre, le dos contre les placards. Elle posa le contenu du colis devant elle un par un. D'abord des petits objets artisanaux. Des choses en bois et en tissu tressé, des objets qui n'avaient rien d'extraordinaire, le genre de choses qu'on trouve dans n'importe quel marché. Elle les mit de côté. Ensuite des lettres. Plusieurs enveloppes, certaines déjà ouvertes et refermées, d'autres neuves. Elle prit la première et la lut. Son arabe était solide, pas parfait, mais suffisant pour comprendre l'essentiel. La lettre était écrite par un homme. L'écriture était sûre d'elle, celle de quelqu'un qui a l'habitude de mettre ses pensées noires sur blanc. Le ton n'était pas violent. Il n'avait pas besoin de lettres. C'était un ton qui rappelait simplement, qui rappelait des faits, qui rappelait des dates, qui rappelait un accord, puis des reçus de virements internationaux, avec des montants, avec des dates, avec 2 noms qui revenaient, le nom de Souad à l'envoi, et un nom masculin à la réception, puis des photos de Souad dans des contextes qui n'avaient rien à voir avec l'image qu'elle projetait ici, à Paris, auprès de Karim, auprès de la famille. Et enfin, au fond du colis, des documents qui ressemblaient à des témoignages, des feuilles avec des signatures, des tampons, du papier officiel mais officieux, si l'on peut dire. Nadia lut pendant plus d'1 heure. Elle n'entendit pas le temps passer. Elle n'entendit pas les voitures dans la rue. Elle ne pensa pas au dîner, ni aux devoirs des enfants, ni à rien d'autre qu'à ce qu'elle lisait. Et à mesure qu'elle lisait, les pièces du puzzle se mettaient en place avec une précision qui lui donnait presque le vertige. Ce qui se passait était simple dans son mécanisme, même si ses conséquences étaient immenses. Les colis venaient d'un homme qui avait connu Souad avant qu'elle n'arrive en France. Un homme avec qui elle avait une histoire dont elle n'avait jamais parlé à Karim, une histoire qu'elle avait laissée derrière elle en partant mais que cet homme, lui, n'avait pas oubliée. Et depuis qu'elle était avec Karim, depuis qu'il y avait de l'argent dans sa vie à elle, cet homme lui envoyait chaque mois un rappel. Un rappel qu'il existait. Un rappel qu'il savait des choses. Un rappel qu'il pouvait parler si elle ne coopérait pas. En échange de son silence, il recevait de l'argent. Et l'argent que Souad lui envoyait régulièrement, chaque mois, sans faute, c'était l'argent de Karim. Mais ce n'était pas tout. Parce que ce seul fait aurait pu être expliqué d'une façon ou d'une autre. Ce n'était pas tout. Les lettres révélaient quelque chose de bien plus construit. Souad avait fabriqué un récit autour de Karim. Elle lui avait dit des choses sur Nadia. Des choses fausses. Elle lui avait dit que Nadia parlait mal de lui dans le dos à la famille, qu'elle le critiquait, qu'elle le méprisait. Elle lui avait dit que Nadia avait fait des choses dans son dos, des choses qu'elle ne précisait jamais complètement mais qu'elle insinuait suffisamment pour planter un doute. Et pour donner à ces insinuations une apparence de vérité, elle avait fabriqué des preuves. De faux témoignages, écrits dans un style qui imitait celui de gens de confiance,
signés par des noms que Karim ne pouvait pas vérifier, présentés avec une conviction qui n'avait pas besoin d'être vérifiée parce que Karim était déjà dans l'état d'esprit voulu, déjà à moitié convaincu parce qu'elle avait préparé à l'être. Elle avait utilisé ses peurs. Elle avait utilisé sa fierté d'homme qui ne veut pas avoir l'air trompé. Elle avait utilisé son besoin, comme tout être humain, d'être choisi sans condition. Et elle avait construit autour de lui une réalité alternative dans laquelle Nadia était le problème, dans laquelle Karim méritait mieux, dans laquelle elle, Souad, était la solution à toutes ses insatisfactions. Et pour maintenir ce récit, pour que cet homme au loin ne parle pas et ne détruise pas l'image qu'elle avait construite d'elle-même ici, elle lui envoyait de l'argent. De l'argent qu'elle prenait à Karim d'une façon ou d'une autre. Et Karim, sans le savoir, finançait son propre aveuglement. Les colis mystérieux n'avaient pas de magie. Pas de poudre, pas de potion, pas de rite. Ils contenaient quelque chose de bien plus puissant que tout ça. Ils contenaient la preuve que la personne censée être la femme de Karim était en réalité sous chantage. Et que ce chantage elle le payait avec l'argent de ceux qu'elle prétendait aimer. Nadia resta longtemps par terre dans cette cuisine. Elle ne pleurait pas. Elle était au-delà des larmes à ce moment-là. Elle était dans cet espace étrange où on comprend enfin quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps, et où la compréhension fait plus mal que le doute, mais d'une douleur différente. Une douleur qui libère quelque chose en même temps qu'elle fait souffrir. Elle remit tout dans le colis avec soin. Elle le posa sur la table de la cuisine. Et elle attendit que Karim rentre. Il rentra à 20 heures passées. Elle entendit ses clés dans la serrure. Il poussa la porte. Il enleva ses chaussures. Il dit bonsoir à voix basse en direction du salon, comme il faisait depuis des mois sans vraiment regarder si quelqu'un répondait. Il se dirigea vers la cuisine. Il vit le colis sur la table. Il s'arrêta. Nadia était assise en face. Elle le regardait. Il tendit la main pour prendre le colis. Elle dit simplement « Je l'ai déjà ouvert ». Ce silence qui suivit fut le plus long de leur vie commune. Karim ne dit rien pendant ce qui parut une éternité. Il regarda le colis. Il regarda Nadia. Et quelque chose traversa son visage, quelque chose de difficile à nommer mais que Nadia reconnut malgré tout. C'était la honte de quelqu'un qui commence à comprendre. Pas la honte d'avoir été pris en faute. La honte plus profonde de quelqu'un qui réalise que pendant qu'il croyait avoir les choses bien en main, il était en réalité en train de se faire mener. Nadia lui dit tout ce qu'elle avait lu. Sans crier. Sans trembler. D'une voix posée et claire, le genre de voix qu'on a quand on est épuisé d'une façon qui dépasse la fatigue physique et qu'on n'a plus assez d'énergie pour autre chose que la vérité. Elle lui expliqua les virements, les lettres, les photos, les faux témoignages. Elle lui dit ce qu'elle avait compris sur Souad et sur l'homme qui envoyait ses colis. Elle lui dit les mois de surveillance silencieuse, la boîte postale, les connexions qu'elle avait établies seule dans ce carnet qu'elle lui tendit. Karim écouta. Il ne l'interrompit pas une seule fois. Quand elle eut fini, il demanda à voir les documents. Elle les lui donna. Il lut. Il relut. Son visage changea à plusieurs reprises pendant qu'il lisait, comme quelqu'un qui traverse plusieurs émotions simultanément sans pouvoir en choisir une. Il prit son téléphone. Il appela Souad. Souad ne décrocha pas. Il rappela. Elle ne décrocha pas. Au troisième appel, elle décrocha et il lui demanda, avec une voix qui n'avait plus besoin de s'élever pour être entendue, de venir maintenant. Elle vint. Ce qui se passa dans ce salon cette nuit-là, Nadia ne raconta jamais les détails à qui que ce soit. Certaines scènes appartiennent aux personnes qui les ont vécues et n'ont pas besoin de spectateurs. Mais Souad repartit de là sans avoir pu nier ce que les documents prouvaient. Elle tenta plusieurs explications, plusieurs versions, plusieurs angles. Elle dit que l'homme mentait, que les documents avaient été falsifiés, que Nadia avait tout orchestré pour la détruire. Mais Karim lui posa des questions précises, des questions sur des dates, sur des noms, sur des montants spécifiques que lui seul connaissait. Et Souad ne put pas répondre à tout. Les mensonges ont cette fragilité-là. Ils tiennent tant qu'on ne pose pas les bonnes questions. Dès qu'on pose les bonnes questions, ils s'effondrent. Elle repartit. Karim passa la nuit dans le salon. Nadia alla se coucher dans leur chambre, épuisée d'une façon qu'elle n'avait pas connue depuis très longtemps. Un épuisement complet, total, qui touchait le corps et l'esprit ensemble. Elle ne dormit pas vraiment. Elle entendit Karim marcher dans le couloir à plusieurs reprises. Elle entendit des silences longs. Elle entendit à un moment ce qui ressemblait à un homme qui retient quelque chose sans y arriver complètement. Le lendemain matin, très tôt, il frappa doucement à la porte de leur chambre. Il entra.
Il s'assit sur le bord du lit, à l'endroit exact où il s'asseyait depuis 15 ans pour enfiler ses chaussures le matin. Ce geste familier dans ce contexte radicalement différent fit quelque chose d'étrange à Nadia, une douleur et une tendresse mélangées qu'elle n'aurait pas su décrire. Il dit qu'il avait eu tort. Il dit qu'il avait été aveugle d'une façon qu'il ne s'expliquait pas encore complètement mais qu'il commençait à voir. Il dit qu'il était désolé, avec la maladresse des gens qui ne savent pas s'excuser parce que personne ne leur a jamais appris comment faire ça vraiment. Il dit qu'il voulait réparer. Il dit qu'il aimait sa famille. Il dit le prénom de Nadia d'une façon qu'il n'avait plus dite depuis longtemps. Nadia l'écouta. Elle l'écouta jusqu'au bout. Et quand il eut fini, elle lui dit quelque chose qu'elle avait formulé dans sa tête dans ce couloir, la veille, avec le colis ouvert devant elle par terre. Elle lui dit « Tu ne m'as pas perdu le jour où tu as pris une deuxième femme. Tu m'as perdu le jour où tu as choisi de ne plus me croire. » Il ne répondit pas. Elle se leva. Elle prit sa veste. Elle appela ses enfants. Elle dit à Yanis et à Lina de prendre leurs affaires pour quelques jours chez leur tante. Ils la regardèrent avec ses yeux d'enfant qui comprennent beaucoup plus qu'on ne croit. Yanis prit sa main sans rien demander. Lina s'accrocha à son bras. Et ils partirent tous les trois. Karim resta dans la maison silencieuse. Souad disparut rapidement de leur vie. Elle quitta l'appartement. Elle ne chercha plus à contacter qui que ce soit dans la famille. Ce genre de personne c'est quand le sol se dérobe. Ce genre de personne a toujours un autre endroit où aller, une autre histoire à construire, une autre personne à qui faire croire ce qu'elle veut qu'on croie. Karim passa des mois à tenter de réparer ce qu'il avait brisé. Il fit des démarches pour régulariser les finances, pour comprendre exactement combien d'argent avait disparu et comment. Il reprit contact avec sa famille, avec ses amis, avec les gens qui l'avaient éloigné. Il alla voir Nadia plusieurs fois pour lui parler, pour les enfants, pour essayer de trouver un chemin. Nadia ne ferma pas complètement la porte. Mais elle ne la rouvrit pas non plus d'un coup. Parce qu'une porte qu'on ferme avec autant de douleur ne se rouvre pas sur une simple demande. Elle se rouvre, si elle se rouvre, avec du temps. Avec des actes qui durent plus longtemps qu'une promesse. Avec une vérité qu'on prouve plutôt qu'on affirme. Nadia, elle, continua sa vie. Son travail, ses enfants, ses dimanches matins avec du café et quelque chose à lire. Elle continua à être là pour les gens qui l'entouraient. Elle continua à être cette femme simple dans le bon sens du terme, qui n'a pas besoin du bruit pour exister. Mais quelque chose en elle avait changé. Et pas dans le mauvais sens. Elle était plus forte. Pas de cette force qu'on exhibe pour montrer aux autres qu'on a tourné la page. De cette force plus intime, plus silencieuse, qui vient du fait d'avoir traversé quelque chose de difficile sans se perdre. D'avoir cherché la vérité quand tout le monde aurait compris qu'elle parte sans la chercher. D'avoir choisi sa dignité dans un moment où personne n'aurait pu lui reprocher de craquer. C'est peut-être ça, la vraie fin. Pas un mari qui revient et une famille qui se recolle parfaitement comme dans un film. Pas une méchante punie et une gentille récompensée comme dans un conte pour enfants. La vraie fin, c'est une femme debout. Une femme qui sait ce qu'elle vaut. Une femme dont les enfants la regardent avec des yeux qui comprennent, même sans tous les mots, que leur mère a tenu. Et tenir, parfois, c'est tout. Maintenant laissez-moi vous parler de cette histoire depuis mon propre cœur. Parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment en la racontant. Ce qui m'a frappé le plus dans tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas le drame en lui-même. Ce n'est pas la trahison de Karim, ni la manipulation de Souad. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la solitude. La solitude d'une femme qui sait que quelque chose ne va pas. Qui le sent dans ses os, dans ses nuits, dans la façon dont son mari pose son téléphone à l'envers sur la table. Qui cherche à comprendre seule parce qu'elle ne peut pas en parler à grand monde sans qu'on lui dise de laisser tomber. Sans qu'on lui dise de tourner la page, de penser à elle, de partir et de ne pas regarder en arrière. Comme si tourner la page était simple quand la page parle de votre mariage, de vos enfants, de 15 ans de vie commune, de la maison que vous avez achetée ensemble avec les économies de 10 ans. Cette solitude-là, beaucoup de personnes la connaissent. Pas seulement les femmes dans des situations de polygamie. Des hommes aussi. Des gens dans des couples ordinaires où quelqu'un ment, où quelqu'un manipule, où quelqu'un fait douter l'autre de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent jusqu'à ce qu'il ne sache plus à quoi se fier. Ce que Souad a fait a un nom. On appelle ça la manipulation psychologique. Et la manipulation psychologique n'est pas spectaculaire. Elle ne ressemble pas à une scène de violence. Elle ressemble à un mensonge qui s'installe doucement. À une méfiance qui grandit envers les bonnes personnes.
à un récit construit pierre par pierre jusqu'à ce que quelqu'un croie sincèrement quelque chose qui n'existe pas. Et une fois qu'on est à l'intérieur de ce récit, il est très difficile de le voir pour ce qu'il est. Parce que de l'intérieur, ça ressemble à la réalité. Karim n'était pas un monstre. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué à accepter dans cette histoire, parce que les histoires seraient plus simples s'il y avait des monstres clairement identifiables. Mais Karim était un homme qui avait fait une erreur grave, celle de prendre une décision majeure qui affectait sa famille entière sans vraiment écouter la douleur qu'il causait, et qui avait ensuite été capturé par quelqu'un qui savait exactement quoi utiliser pour le garder. Son besoin d'être choisi, sa fierté, sa peur de découvrir qu'il s'était trompé. La polygamie dans cette histoire n'est pas le cœur du problème. Des gens vivent en polygamie avec respect et transparence et ça ne ressemble en rien à ce que Karim a fait. Le cœur du problème, c'est le mensonge. C'est la décision prise sans l'autre. C'est ce moment où quelqu'un décide que la réalité de l'autre personne ne compte pas assez pour être entendue. Et Nadia, elle, a dit quelque chose que je trouve d'une vérité absolue quand elle dit à Karim qu'il ne l'a pas perdu le jour où il a pris une deuxième femme. Il l'a perdu le jour où il a choisi de ne plus la croire. Parce que l'amour survit à beaucoup de choses. Il survit aux erreurs. Il survit parfois même aux trahisons, quand la trahison est suivie d'une vérité dite et d'un acte suivi. Mais il survit difficilement au mépris. À ce moment où quelqu'un que vous aimez décide que votre voix, votre ressenti, votre vérité sur les choses que vous voyez de vos propres yeux, ne valent plus assez pour être écoutées. Je pense souvent à ce moment où Nadia est par terre dans la cuisine avec les éléments du colis étalés devant elle. Ce moment de solitude absolue. Le parquet de la cuisine. Les papiers. Et la vérité qui se révèle non pas comme une victoire mais comme une confirmation de tout ce qu'elle savait sans pouvoir le prouver. Ce genre de moment, on ne peut pas le partager avec quelqu'un dans l'instant. On est seul avec lui. Et c'est dans cette solitude-là que Nadia a pris sa décision. Non pas par vengeance. Non pas par colère. Par clarté. Je partage cette histoire parce qu'elle ressemble à des milliers d'histoires vraies que des gens portent en eux. Des femmes qui tiennent. Des hommes qui perdent ce qu'ils avaient de mieux parce qu'ils n'ont pas su s'arrêter à temps. Et des personnes qui construisent leur survie sur les fondations des autres, qui utilisent la confiance des gens comme une ressource à exploiter. Alors maintenant je veux que vous preniez un moment. Je veux que vous me disiez dans les commentaires ce que cette histoire vous a fait ressentir. Pas juste un mot. Prenez le temps d'écrire vraiment. Dites-moi ce qui vous a le plus touché dans ce récit. Dites-moi ce que vous pensez de chacun des personnages. Dites-moi si vous auriez agi comme Nadia ou si vous auriez fait des choix différents. Dites-moi si vous croyez que Karim méritait une deuxième chance après tout ce qu'il avait laissé arriver. Dites-moi si vous avez connu, de près ou de loin, une situation qui ressemble à celle-là. Ces commentaires comptent pour moi. Ils me montrent que vous êtes là, que vous réfléchissez, que vous ressentez. Et ils comptent peut-être aussi pour quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo en ce moment et qui se reconnaît dans quelque chose de ce qu'on vient de vivre ensemble. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Que ce qu'il ressent est réel. Et que chercher la vérité, même quand c'est difficile, même quand tout le monde vous dit de laisser tomber, c'est toujours la bonne décision. Écrivez-moi. Je vous lis tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que les histoires comme celle-là, il y en a d'autres. Des histoires qui font réfléchir. Des histoires qui font du bien, même quand elles font un peu mal. Je les partage pour vous. Pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que ça veut dire d'aimer vraiment. De faire confiance. De pardonner ou de partir. Et de rester debout, quoi qu'il arrive. À très bientôt. Et maintenant je vais faire quelque chose que je ne fais pas toujours dans mes vidéos. Je vais vous parler de cette histoire comme si c'était la mienne. Comme si c'était moi qui avais vécu ça, ou comme si j'avais été assis dans ce salon et j'avais tout regardé de l'intérieur. Parce que quand je pense à Nadia, je pense à quelque chose qui me touche au fond. Je pense à combien il est difficile de rester digne quand la dignité n'est pas le comportement qu'on vous impose. Karim ne lui imposait pas la dignité. Souad certainement pas. La situation ne lui imposait pas la dignité. Pourtant elle l'a gardée. Elle ne s'est pas effondrée en public. Elle n'est pas allée raconter ses malheurs à tout le monde pour obtenir de la pitié. Elle n'a pas cherché à se venger d'une façon basse ou cruelle. Elle a cherché la vérité. Et quand elle l'a trouvée, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Simplement. Clairement. Je trouve ça extraordinaire. Vraiment. Parce que dans les moments de grande douleur, on a envie de faire du bruit. On a envie que tout le monde sache à quel point on souffre.
On a envie que la personne qui vous a fait du mal sache qu'elle vous a fait du mal, et qu'elle le paye d'une façon ou d'une autre. C'est humain. C'est normal. Et ce n'est pas forcément mauvais. Mais Nadia a fait quelque chose de différent. Elle a choisi la clarté. Elle a choisi de comprendre avant d'agir. Et cette façon de faire a tout changé. Parce qu'au moment où elle a posé le colis sur la table de la cuisine et qu'elle a attendu Karim, elle n'était plus dans la position de la victime. Elle était dans la position de quelqu'un qui sait. Et savoir, vraiment savoir, ça change tout dans la façon dont on se tient. Je pense aussi à Karim. Et je veux être honnête avec vous sur ce que je ressens quand je pense à lui. Il m'inspire de la tristesse. Pas de la colère, de la tristesse. Parce que Karim était visiblement quelqu'un de bien à la base. Un homme qui avait construit quelque chose avec ses mains, qui avait des valeurs, qui aimait sa famille. Et cet homme-là a été pris dans quelque chose qu'il n'a pas vu venir parce qu'il n'avait pas les outils pour le voir. Il n'a pas vu la manipulation parce que la manipulation ne se montre pas. Elle s'installe lentement, progressivement, dans les endroits où on est vulnérable. Et nous sommes tous vulnérables quelque part. Karim était vulnérable dans son besoin d'être reconnu. Dans son besoin d'être admiré. Peut-être que dans le quotidien d'une vie à deux qui avait 15 ans derrière elle, il avait l'impression de n'être plus vraiment vu. Peut-être que Souad lui avait donné cette sensation d'être choisi, d'être spécial, d'être quelqu'un pour qui on fait des efforts. Et cette sensation, elle peut être tellement puissante qu'elle brouille tout le reste. Elle brouille le jugement. Elle brouille les valeurs. Elle brouille même l'amour qu'on a pour des gens qu'on aime vraiment. Je ne dis pas ça pour excuser Karim. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était acceptable. L'erreur reste l'erreur, même si on en comprend la mécanique. Mais je le dis parce que comprendre quelqu'un ne veut pas dire le justifier. Et comprendre comment la manipulation fonctionne, c'est peut-être ce qui nous permet de la reconnaître quand elle s'approche de nous. Et Souad ? Je vais vous dire ce que je pense vraiment de Souad. Souad avait quelque chose de triste en elle aussi, même si c'est difficile à voir à travers tout ce qu'elle a fait. Elle était quelqu'un qui avait un passé qu'elle ne pouvait pas assumer. Quelqu'un qui avait quelque chose à cacher et qui avait construit une stratégie de survie autour de ce secret. Et cette stratégie l'avait conduite à utiliser des gens, à mentir, à manipuler, à détruire une famille pour maintenir son propre édifice debout. C'est quelque chose de profondément triste. Pas au sens où l'on aurait de la compassion pour ses actes. Mais au sens où une personne qui a besoin de faire ça pour avancer dans la vie est une personne qui porte quelque chose de lourd. Quelque chose qu'elle n'a jamais affronté vraiment. Est-ce que ça excuse tout ? Non. Absolument pas. Les enfants de Karim et Nadia ont grandi dans une famille fracturée à cause de ses choix. Nadia a passé des mois dans une douleur réelle, concrète, quotidienne. Ces réalités ne s'effacent pas parce qu'on comprend la mécanique intérieure de celui qui les a causées. Mais je vous donne ça comme clé de lecture parce que je crois que les histoires les plus honnêtes ne sont pas celles où il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Les histoires les plus honnêtes sont celles où tout le monde est un être humain avec ses blessures, ses peurs, ses calculs, ses lâchetés, et parfois sa force. Et où les conséquences de nos choix nous reviennent un jour, d'une façon ou d'une autre. Ce que j'emporte personnellement de cette histoire, c'est une question. La question de ce qu'on appelle vraiment la trahison. Est-ce que trahir quelqu'un, c'est faire quelque chose dans son dos ? Est-ce que c'est mentir ? Est-ce que c'est choisir quelqu'un d'autre ? Tout ça, bien sûr. Mais je pense que la trahison la plus profonde, dans cette histoire comme dans beaucoup d'autres, c'est de refuser d'entendre quelqu'un. De regarder quelqu'un dans les yeux, quelqu'un qui vous aime, qui vous dit qu'il souffre, qui vous dit qu'il voit des choses qui l'inquiètent, et de lui répondre que ce qu'il voit n'existe pas, que ce qu'il ressent est faux, que ce qu'il croit ne mérite pas d'être entendu. Cette trahison-là, on la commet parfois sans même en avoir conscience. On la commet quand on est trop pris dans ce qu'on veut croire pour s'arrêter, écouter ce que l'autre veut nous dire. Karim a commis cette trahison-là. Et c'est peut-être pour ça que Nadia lui a dit ce qu'elle lui a dit. Pas tu m'as trahi en épousant une autre femme. Mais tu m'as perdu quand tu as choisi de ne plus me croire. Parce que la deuxième épouse, c'était une décision qu'il avait le droit de prendre, même si elle faisait mal. Mais ne plus croire Nadia, ne plus la voir, ne plus l'entendre, ça, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui touchait à ce qu'ils étaient l'un pour l'autre depuis 15 ans. Il y a une dernière chose que je veux vous dire avant de terminer. Nadia est sortie de cette histoire différente mais debout. Ses enfants l'ont vue tenir. Yanis, à 12 ans, a vu sa mère traverser quelque chose de difficile avec une dignité qu'il portera avec lui longtemps, même s'il ne sait pas encore la nommer. Lina, à 9 ans,
a vu sa mère choisir la clarté quand il aurait été plus facile de choisir le confort du silence. Ces enfants-là grandissent avec quelque chose. Un exemple. Pas un exemple parfait, parce qu'il n'en existe pas. Mais un exemple vrai. Un exemple de quelqu'un qui a souffert et qui n'en a pas fait une identité. Qui a cherché la vérité et qui l'a trouvée. Qui a dit non quand le non était la seule réponse honnête. Et c'est peut-être ça, ce qu'on peut garder de cette histoire. Pas la morale simple du bien contre le mal. Pas la recette de comment éviter ce genre de situation. Mais quelque chose de plus subtil. La conviction que même dans les moments où tout s'effondre, on a le choix de comment on tient. Et que tenir avec dignité, même seul, même dans le silence, même quand personne ne regarde, c'est toujours possible. Nadia l'a fait. Et peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment est en train de traverser quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose de difficile. Quelque chose de douloureux. Quelque chose dont personne autour ne connaît vraiment l'ampleur. Si c'est vous, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez est réel. Et chercher la vérité, même quand c'est épuisant, même quand ça fait mal, c'est toujours la bonne direction. Maintenant, les commentaires vous appartiennent. Dites-moi tout ce que cette histoire vous a inspiré. Dites-moi vos pensées, vos questions, vos réactions. Est-ce que Nadia a bien fait de rester chercher la vérité ou aurait-elle dû partir plus tôt? Est-ce que Karim méritait qu'on lui dise la vérité ou méritait-il de rester dans son aveuglement? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Et à la place de Nadia? Je vous attends dans les commentaires. Prenez le temps d'écrire vraiment. Parce que ces conversations-là, celles qu'on a sous les vidéos comme celle-ci, ce sont souvent les plus importantes. Les plus honnêtes. Les plus humaines. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de votre confiance. Et à très bientôt pour la prochaine histoire.